on était à Marseille. On était dans des boulots respectifs qui n'avaient rien à voir avec un quelconque chemin spirituel ou un quelconque chemin de thérapeute, puisqu'on était dans l'entreprise, l'un et l'autre. Et donc, quand on est aussi éloigné finalement du chemin, il faut un choc, il faut un traumatisme, il faut une catastrophe, il faut une pierre qui se jette dans l'eau. Et nous, c'était un de nos fils qui a été diagnostiqué autiste. Et c'était à la fois une épreuve terrible et une chance extraordinaire. Parce que on arrive finalement dans nos vies avec des conditionnements reçus par nos familles, reçus par l'école. On applique ces mêmes conditionnements à nos enfants. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui fait « Ah, tu vois le monde comme ça ? On va le faire à l'envers plutôt. » Et là, toutes les limites explosent, il n'y a plus rien qui tient, toutes nos certitudes tombent à l'eau, il faut tout remettre en cause, ce qui était important ne l'est plus, l'école, c'est pas grave si on n'y va pas, l'assiette, c'est pas grave si on la finit pas, tout tombe, et donc tout est à reconstruire. Et quand on est mu par l'urgence d'un enfant à sauver, puisqu'il a été assez proche d'une tentative de suicide quand il avait 6 ans, c'est un tel cataclysme qu'on est mu par l'urgence et on arrête de réfléchir et juste on avance. Et donc on avance on a la chance de réfléchir un petit peu, donc en prenant conseil auprès de tous et de tout le monde, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des enseignants, on écoute tout le monde et puis après on suit nous. Et donc c'est toujours intéressant d'écouter les conseils de tout le monde parce que soit ce sont des conseils qui nous semblent pertinents, soit ce sont des conseils où on sait qu'on va faire exactement l'inverse. Parce que ça, on ne le sent pas du tout. Et c'est pertinent aussi parce que ça n'aurait pas été posé, la parole n'aurait pas été posée, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça. Mais quand on nous dit votre enfant, il doit être en hôpital 2 jours, il faut qu'il fasse de l'art-thérapie parce que c'est bien pour les autistes, parce que l'école nous dit qu'il faut qu'il aille dans les classes spécialisées parce qu'il ne pourra pas suivre une scolarité normale. Je vais peut-être l'enlever de l'école, je vais peut-être pas le mettre à l'hôpital, on va peut-être faire nous, finalement. Et là, il y a plein de chemins qui s'ouvrent et on voyait bien que cet enfant, il était connecté à la terre. On ne comprenait rien à ce qui se passait, mais quand il n'allait pas bien, il s'allongeait par terre, les paumes au sol. Et quand il se relevait, il n'était plus dans le même état. Alors une fois, on dit ok, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 300 fois, il y a un truc. Je ne comprends pas, mais il se passe quelque chose. Et c'est cet élan-là qui m'a fait partir vers le chamanisme en disant bon, les médecins ils n'aident pas, il faut que j'aille voir d'autres choses, que j'aille explorer d'autres voies. Et donc je suis allée dans un festival chamanique, c'était vraiment pas mon histoire, quoi, avec des gens qui étaient des trucs à plumes, à poils. Je disais mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et en fait je me suis retrouvée à la maison, quoi. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'être normale, en fait. Donc, avec des gens normaux, qui parlaient avec le cœur, pour qui l'image n'avait pas de sens, où il n'y avait plus de faux semblants, juste l'élan du cœur. Et je ne savais pas que ça existait, en fait. Je m'étais trouvée une famille, enfin, quoi. Et donc, du coup, j'ai creusé, et en fait, en voulant sauver mon fils, je me suis sauvée moi, en fait. Et c'était, voilà, le début du chemin a commencé comme ça. Donc de fil en aiguille, de rencontres en stage, on peaufine et puis le petit va beaucoup mieux, parce que nous on va beaucoup mieux surtout. Donc on avance,
on lâche nos certitudes et on fait pas à pas avec lui, avec eux tous, parce qu'on a une fratrie de 4 enfants. Et on sent qu'il y a une harmonie qui se crée au sein de la famille et à la fois une dissension qui se crée de plus en plus avec le monde qui nous entoure. Donc là, quand le grand écart devient impossible à tenir, parce qu'il y a trop de différences entre ce qu'on devient et ce qu'on vit professionnellement ou personnellement dans nos vies, dans la ville, avec le tumulte tout autour, là on se dit stop, quoi. Donc il y a eu cette première prise de conscience là, et puis aussi l'envie qu'on a eue tous les deux de donner la chance à d'autres de vivre cela. On a eu la chance d'avoir des métiers qui nous ont permis d'avoir une certaine aisance financière, et on s'est dit on vend tout et on achète un lieu où les gens vont pouvoir venir vivre ce qu'ils ont à vivre, travailler ce qu'ils ont à travailler, s'éveiller et voilà, et cheminer vers ce qui nous semble nous être important, quoi. Donc c'est comme ça que sont nés les murmures. Et donc ça fait 5 ans qu'on est là et qu'on accueille des groupes. Et voilà, on a l'impression de contribuer un petit peu à l'éveil du monde, et c'est satisfaisant, c'est nourrissant, et on se sent à notre place. Et j'avais lu une autrice que j'aime bien, qui s'appelle Carole Martinez, et j'aime beaucoup ses écrits, ils me parlent beaucoup. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Cœur cousu, et elle en a écrit un autre qui s'appelle Le domaine des murmures. Et je l'avais lu il y a peut-être 20 ans, mais ça m'est resté, le domaine des murmures. Et quand on est arrivé ici et que je me suis promenée dans les champs et que j'entendais ce murmure du vent, le murmure des criquets, le murmure du ruisseau en contrebas, dans ce grand champ, dans ce grand vallon qui est en bas de la propriété, le nom c'est venu tout seul en fait, c'était le chant des murmures. Les pratiques qui naissent tournent beaucoup autour du chamanisme, et on doit beaucoup en fait à tous ces peuples premiers qui n'ont pas perdu la connexion. Nous sommes sur des terres où le monothéisme et la religion chrétienne a tout arraché, à tout désherber, à tout étaler, à tout unifier. Et on a la chance d'avoir des peuples premiers qui ont gardé leur connexion originelle, et merci à eux de nous retransmettre ça par ce qu'ils sont, par ce qu'ils vivent, par leurs outils, par leurs prières. Mais je crois que, c'est juste mon sentiment, ce qui nous est demandé, et je crois que c'est dans la prophétie des 7 feux, c'est demandé, est-ce que le peuple blanc se reconnecte à sa terre. Et donc j'ai suivi ce qu'on appelait à l'époque le compagnonnage chamanique, qui était une expérience très intéressante sur 2-3 ans, avec différents praticiens qui suivaient différentes traditions. Donc on est allé voir l'Amérique du Sud, les Lakota beaucoup, un peu de Mongol, un peu d'Afrique. Et ça avait ce double intérêt, d'abord de nous enseigner que tout est lié, parce que quelle que soit la tradition, on retrouve la même reliance au vivant. Et l'autre intérêt aussi, c'était que d'avoir plusieurs praticiens, ça évite le risque de gouroutisation d'une seule personne qui ne nous donne qu'un seul point de vue. Et finalement, ce que j'en ai retenu, moi, c'est trace ta voie. Vis tout ce que tu as à vivre, expérimente tout et fais ce qui fait sens pour toi. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce chemin-là, parce qu'il m'a permis d'être moi en fait. J'ai finalement suivi aucune des traditions qui m'ont été proposées. Et du coup, je me suis mis à rechercher cette connexion ici, et la nôtre. Et la nôtre, nous sommes sur les terres celtes. Donc je me suis intéressée
à la tradition celte. Qui dit tradition celte dit tradition druidique. Tradition, c'est un bien grand mot, puisque c'était une tradition orale, donc elle a été totalement éradiquée par le christianisme, donc il ne reste absolument rien. C'est vraiment dans cette quête-là que je suis, dans cette connexion au vivant, sans la langue, sans le mental, sans la culture, sans juste le cœur et le ressenti. En fait, ce que j'aime à dire et ce que j'aime à transmettre, c'est que d'aller voir les Lakota, d'aller voir les Shipibo. On est allé en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne, il y a quelques années pour les rencontrer, d'aller voir les différentes traditions et de ramener finalement ce qui fait sens, d'aller voir les druides aussi, d'aller voir les Celtes. Ça me permet de tresser ce qui est juste. Je trouve qu'un mantra, il n'y a pas mieux pour se connecter et dans son intériorité à son soi et à sa force intérieure. Je trouve que d'écouter les chants d'Hildegarde, il n'y a pas mieux pour se connecter au divin. Et ce que j'aime à dire, c'est que je tresse. Je tresse. Et c'est ma propre tresse. C'est parce que je ne suis rien, je suis tout. Et je m'en fiche d'être druide, machin, je ne serai jamais druide, ça m'intéresse pas en fait. Je ne veux pas de titre, je veux juste être, ça sera déjà pas si mal pour cette vie-là. Et puis les titres, franchement, ça fait pas sens pour moi du tout. Donc voilà, on tisse. On tisse, on prend, on transforme, on danse avec les mots, avec les traditions. Alors parfois on peut se remettre en question parce qu'on a un peu l'impression de papillonner, de prendre un peu partout et on se dit oh c'est pas, ça manque de discipline. Et dans ce qui m'a été transmis, on m'a souvent dit la précision, c'est important, la précision. Et quelquefois j'ai cette impression d'être un peu brouillon parce que je mêle un peu tout. Et quand je me connecte à l'intérieur et je me dis non mais c'est pas grave, on danse, c'est pas grave. On est finalement précis dans notre imprécision et voilà, on danse. J'aime bien ce terme de danser parce que pour moi c'est vraiment le terme qui s'applique au vivant. On danse. On danse avec les herbes folles, on danse avec les bambous, on danse. Et en dansant, on n'est jamais figé, on ne se plante pas du coup.